Avez-vous déjà entendu parler du jeu du foulard? Savez-vous de quoi l'on parle si je vous dis rêve bleu, rêve indien, jeu de la tomate ou du petit pot massacreur? Si la réponse est non et que vous avez un enfant qui a un âge compris entre 6 et 17 ans, sachez que vous pourrez être concerné. On ne parle pas assez de jeux dangereux qui sont plus diffusés qu'on ne les pense. Les plus jeunes, ils s'adonnent à ces jeux pour s'amuser, pour faire comme leurs copains, comme leurs camarades, alors que les adolescents, ils sont en quête de sensations fortes. C'est seulement en sachant de quoi il s'agit qu'on pourra apporter une aide concrète et rapide, puisque on saura repérer les premiers signes. On peut classer les jeux dangereux en 3 catégories. Il y a les jeux d'attaque, où on fait pression physiquement, souvent violemment sur un camarade, les jeux de non-oxygénation, d'étouffement, et les jeux de défi. T'es cap ou t'es pas cap? Ces jeux se pratiquent en groupe, souvent de la cour de récréation, ou alors en solitaire à la maison. Faites attention, parce qu'il y a des sites internet qui proposent des modes d'emploi pour s'initier ou bien pour se perfectionner à ces jeux. Le ministère de l'Éducation nationale a diffusé une brochure qui s'appelle Prévenir les jeux dangereux et les pratiques violentes à l'école, mais également une association a été créée qui s'appelle APEAS. Sa présidente est Madame Françoise Cochet, nous on l'a rencontrée. Elle est à la fois présidente de cette association, mais également maman de Nicolas, qui est mort à la suite du jeu du foulard. Et voici quelques moments de notre rencontre avec Madame Cochet. Le premier symptôme commun à toutes ces pratiques d'anoxie, d'asphyxie, d'évanouissement, etc., c'est les maux de tête. Donc généralement, pas tous, mais généralement, ils ont des violents maux de tête. Ces maux de tête durent quelques instants, s'arrêtent et reviennent. Voilà. Il peut y avoir également des douleurs auriculaires, ça vient de l'oreille interne, et les ORL qui ont examiné l'enfant qui avait si mal à l'oreille n'ont pas vu de perturbation particulière de l'oreille. Donc ça, ils le relient à cette pratique, les médecins. Ensuite, il peut y avoir des taches rouges à fleur de peau, du visage, des paupières supérieures, du cou. Et ça provient chez uniquement les enfants qui ont une certaine fragilité capillaire. Ça provient d'éclatement de micro-vaisseaux sanguins à fleur de peau sous l'effet de la pression sanguine. Cet effet-là, il peut aussi survenir avec simplement de l'apnée excessive. D'ailleurs, quand ils jouent au jeu qu'ils appellent le jeu de la tomate, ils appellent ça le jeu de la tomate parce qu'ils deviennent très vite tout rouges. C'est parce que la tête est en surpression sanguine avec ces pratiques, voyez. Donc les petits vaisseaux qui éclatent, ça provoque des petites taches qu'on appelle des pétéchis et qui vont perdurer pendant 2 jours à 3 jours maximum et qui disparaissent. Ensuite, on peut voir ces mêmes taches rouges dans le blanc de l'œil, parfois. Et puis, un des symptômes aussi qu'ont repéré les ophtalmos, c'est lorsque l'acuité visuelle baisse brutalement en quelques minutes et peut passer par exemple de 10 sur 10 à 1 sur 10, l'acuité visuelle. Ça, c'est dû à un éclatement de petits vaisseaux au fond de l'œil. Vous voyez que c'est pas rien, Vous voyez, c'est pas des petites conséquences, tout ça. Ceci dit, ça n'arrive pas chez tous, C'est lorsqu'ils ont une fragilité capillaire. Ensuite, il peut y avoir des traces plus ou moins visibles sur la peau. Ça dépend aussi de la peau des enfants. Il y en a qui ont la peau qui marque, d'autres qui n'ont pas la peau qui marque. Ça peut être juste un petit rond rouge sur le côté du cou, quand c'est les pouces du copain qui ont appuyé sur le cou, de part et d'autre du cou. Ça peut être des traînées plus ou moins visibles. Ça peut être aussi des traînées autour du torse lorsqu'ils ont fait l'expérience d'évanouissement en serrant très fort au niveau du sternum avec un lien. Il peut y avoir aussi des liens qui traînent un peu partout à des endroits totalement inhabituels comme sous le lit, sous le matelas, sous l'oreiller. Dans le cartable aussi, il y a des enfants qui ont été repérés avec des liens totalement inexplicables dans leur cartable, dans le tiroir du bureau. Voilà. Et puis aussi des questions à leurs parents. Et les parents, s'ils ignorent l'existence de ça, de ces pratiques, ils ne comprendront absolument pas que leur enfant est concerné. Voilà pourquoi il faut informer les parents. Les bruits qu'on peut repérer dans la chambre de l'enfant ou de l'adolescent.
ça peut correspondre, et ça a sauvé plusieurs gamins, aux pieds qui cognent la cloison ou la porte lorsqu'il a des convulsions, ces fameuses convulsions. Voilà. Donc attention au bruit dans la chambre de l'enfant. Lorsqu'il est adolescent, le parent ne va pas ouvrir la porte de l'ado. Mais quand l'enfant est petit, le parent va se déplacer, généralement. Mon fils, il avait 14 ans et demi quand il en est mort. C'était au mois de septembre. Et au mois d'avril précédent, il m'avait parlé de ça. Alors lui, là je vous parle du jeudi du foulard. Hein, parce qu'après, il y a tous les autres jeux dangereux. Donc au mois d'avril, il rentre déjeuner entre midi et 2. Et il me dit, tiens maman, il y a un copain. Donc il me dit le nom du copain que j'ai oublié. Il m'a dit que quand on appuie là, c'est drôle. Je lui ai dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Va donc ranger ta chambre, et j'ai pas attaché plus d'importance à ça. Quelques semaines après, pas tout de suite, quelques semaines après, je vois justement une trace rouge sur le côté du cou, un peu comme un suçon. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il me dit, mais non, t'inquiète, on a rigolé avec les copains. Bon, j'ai pas insisté. Il avait 14 ans, je me suis dit, c'est une histoire de fille, ou peut-être, je sais pas. Et puis après, au mois de juin, fin juin, je rentre dans sa chambre, il y avait un de ses camarades de classe qui était assis à côté de lui, et qui avait les doigts autour du cou de mon fils. Même en voyant ça, j'ai pas compris, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Donc là encore, ils ont sauté en l'air dès que je suis rentrée en me disant « Mais t'inquiète, maman, on sait rien ». Parce que j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ensuite, début juillet, je l'ai vu passer comme une flèche dans l'appartement, sortant de sa chambre et sortant de l'appartement. Il était rouge vif, il est parti en courant, voilà, c'était totalement inhabituel, quoi. Et moi, j'étais au téléphone avec mon mari, et je lui dis, attends, il faut que j'aille voir ce qui arrive là. Et mon mari me dit, mais laisse-le, il est ado, laisse-le vivre, c'est pas grave. Et tout. Ce jour-là, je suis persuadée qu'il l'avait refait tout seul dans sa chambre. Et qu'il sortait pour reprendre l'air, ou je sais pas. Et c'est qu'en fin septembre qu'il l'a refait tout seul dans sa chambre. Donc à 9h, il me dit, je vais me coucher. Je lui dis, ah bon, déjà? Il me dit, oui, voilà, j'ai tout préparé pour demain matin, je ne vais pas perdre de temps pour préparer mes affaires et tout. Et puis, 5 minutes après, il ressort de sa chambre, il vient prendre un pantalon dans ma pile de repassage pour ne pas perdre de temps le lendemain matin. Et puis voilà, à 9h20, entre-temps, j'avais sorti le chien, je me souviens, à 9h20, j'entends un clac dans l'appartement. Je dis, qu'est-ce qui est tombé? Je cherche partout. C'est un objet qui tombe dans la salle de bain, dans la cuisine, je vois rien d'anormal. Je passe dans le couloir entre les deux chambres de mes deux fils, je vois rien d'anormal, j'ouvre pas la porte. Je passe la soirée, je me couche, mon mari était en déplacement ce jour-là, voilà. Le lendemain matin, 6h, le réveil de mon fils sonne. Et pour être sûr de se réveiller, il l'avait branché sur sa chaîne stéréo. Et ma fille qui dormait dans la chambre à côté, qui avait même pas 7 ans, elle avait 6 ans et demi, elle se lève, elle vient me chercher dans mon lit, me dit « Attends, je suis réveillée par le réveil de Nicolas. » Je lui dis « Va lui dire d'arrêter, il voulait se lever pour les JO. » Elle va dans sa chambre, elle revient, elle me dit « Viens voir, maman, il est vraiment bizarre, Nicolas. » En fait, elle n'avait pas compris. Moi, je me lève, et il était debout au milieu de sa chambre, encore tout habillé de la veille. Il avait son jogging, ses tennis aux pieds et tout. Et avant de se coucher, il avait fait une dernière fois ce truc-là. Et donc, il y avait même les traces de ses chaussures sur une chaise qui marquait vous voyez, avec un coussin qui marquait les traces. Il avait attaché en hauteur une ceinture de judo que je voulais encore jeter la veille parce qu'elle prenait la poussière, cette ceinture. Et il me disait « Non, t'y touches pas, je m'en sers pour mes élongations. » Il faisait beaucoup de sport. Et en fait, je croyais c'était indescriptible, c'est indicible. Quand je suis rentrée dans la chambre, je peux même pas vous dire. C'était horrible. Mais il était debout et il y avait cette ceinture et le truc autour du cou. Incompréhensible. Il était mort depuis la veille. Évident. Donc,
Après, par la suite, mon fils aîné s'est levé tout de suite aussi, il a entendu crier quand je suis rentrée dans la chambre. Et mon fils m'a dit beaucoup plus tard qu'en fait, cette ceinture, il l'avait attachée en boucle et qu'il avait juste posé le haut du larynx sur le lien pour appuyer sur ces zones-là. Et par la suite, au cours de mes conférences et tout, j'ai eu des témoignages d'adultes qui faisaient ça quand ils étaient petits. Et ils disaient tous que lorsqu'ils appuient, lorsque l'appui se fait avec les doigts des copains, ça marche, mais lorsque c'est eux-mêmes qui le font sur eux, ça marche pas. Et c'est là qu'ils prennent un lien. Donc le lien, ça peut être juste un drap attaché d'un bout à l'autre du lit superposé, et on pose juste le haut du larynx sur ce lien, vous voyez. Mon fils, lui, il avait fait une boucle et il avait posé... Donc, il s'est fait piéger, parce qu'il l'avait fait plusieurs fois. Et comment est-ce qu'il aurait pu savoir que l'arrêt du cœur peut se produire sans prévenir? Vous voyez, ceux qui font ça tout seuls, maintenant on le sait par les témoignages, ils approchent le malaise, mais ils se défont avant que le malaise ne survienne. Sauf si le cœur s'arrête. Et ça, le cœur s'arrête, ils ne peuvent pas le sentir venir. C'est brutal. Donc vous voyez que c'est un piège terrible. Voilà. Et ils connaissaient très bien le truc, les flics. Hein. Mais quand avec mon mari, on a dit, mais comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler de ça? Puisque vous dites qu'il y a beaucoup d'accidents. Ils nous ont dit, nous, c'est pas notre job de faire passer l'information. Et c'est là qu'est partie l'idée de faire passer un message aux parents. Parce qu'il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi une enquête qu'on a conduite, nous, auprès des camarades de nos enfants, et on s'est rendu compte que plusieurs avaient fait ça aussi. Hein. Il n'y avait pas que mon fils. Hein. Donc, la police avait raison, hein, c'était très étendu. Hein. Donc, quel conseil vous sentez donner aux parents S'informer, soit en venant aux conférences, soit en lisant notre site internet. C'est ce que disait Catherine Vince, la maman d'un petit garçon de 8 ans et demi, qui est décédé suite à la lecture d'un bouquin, qui incite à ces jeux pour les enfants. C'est fou, hein, aussi, il y a ça aussi. Et donc elle disait, les parents qui ne peuvent pas assister à une conférence, qu'au moins ils passent un quart d'heure, 20 minutes à lire notre site. Déjà, ils auront une première information, une première vision, et notamment qui regardent la question des signes et des symptômes qui peuvent les alerter. Voilà. Qui prennent connaissance de l'existence de ces pratiques, vous voyez, contrairement à nous. Malheureusement, les derniers parents qu'on connaît, qui nous ont appelés, qui viennent de perdre un enfant, eux non plus n'avaient jamais entendu parler de ça. Encore aujourd'hui en 2019, quoi. 2018, 2019. Et pourtant, ça fait quand même 19 ans qu'on est engagés, nous. Les ministres successifs ont confirmé notre alerte, ont confirmé qu'il fallait informer les parents. Les parents, depuis 2003, les ministres de l'Éducation demandent que les parents soient informés. Au moins ça, quoi. C'est pas fait, c'est pas suivi. Les consignes ministérielles ne sont pas suivies. Pourquoi? Par peur du sujet. Par peur du sujet, parce que les personnes qui en ont peur ne sont elles-mêmes pas informées de la réalité du problème. Donc voilà, pendant ce temps, les enfants meurent. Mais il n'y a pas assez d'enfants qui meurent. C'est ça qu'on nous répond aussi. Il n'y a pas assez de morts pour que l'État réagisse de manière plus efficace. Et ça, c'est affreux d'entendre ça. Il n'y a pas assez de morts. Dites ça aux parents qui viennent de perdre leur enfant. N'hésitez pas à aller également sur les sites de la PEAS et pour voir les actions qu'ils mènent tout le temps. Et également, ils ont diffusé des petites brochures, l'un pour les parents, pour les prévenir, les alerter sur ces jeux mortels, l'autre pour les enfants, pour leur expliquer les aventures fabuleuses de la respiration, donc leur expliquer comment ça marche la respiration et pourquoi est-il important d'avoir une bonne oxygénation, mais également pour les alerter sur ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux. En tout cas, sachez qu'on ne joue jamais avec sa vie et que la frontière entre celui qui chutera et celui qui se sauvera est très étroite.